Dans cette partie du chapitre sur les courbes paramétrées, nous allons nous intéresser au comportement d'une courbe en des points particuliers ou à l'infini. Voici le plan de cette partie. Nous étudions d'abord la tangente d'une courbe en un point singulier, puis nous déterminons la position d'une courbe par rapport à sa tangente au voisinage d'un point, et enfin nous concluons par l'étude des branches infinies. On rappelle qu'un point d'une courbe paramétrée est dit point singulier si le vecteur dérivé en ce point est nul. C'est donc dire que le vecteur dm sur dt évalué en t0 est le vecteur nul. Ce qui, en coordonnées, s'écrit x' de t0, y' de t0 égale 0, 0. Pour obtenir une éventuelle tangente en un point singulier, on ne peut pas utiliser le vecteur dérivé, qui est le vecteur nul. Le plus immédiat est de revenir à la définition en étudiant la direction limite de la droite mt0, mt, c'est-à-dire en étudiant la limite du coefficient directeur de cette droite. On étudie donc la limite quand t tend vers t0 de yt moins yt0 divisé par x de t moins xt0. Si cette limite existe, la tangente en mt0 existe et a pour pente la limite de ces pentes. La limite peut éventuellement être infinie, auquel cas la tangente est verticale. Voici un exemple. La courbe paramétrée donnée par les équations x de t égale 3t2, y de t égale 2t³, dont on va déterminer les tangentes en tout point. On calcule le vecteur dérivé immédiatement. dm sur dt en t, c'est le vecteur 6t, 6t carré. Ce vecteur est nul si et seulement si 6t égale 0 et 6t carré égale 0, c'est-à-dire si et seulement si t est égal à 0. Tous les points de la courbe sont réguliers à l'exception de m de 0. Comme en dehors de l'origine, le vecteur dérivé est non nul, il dirige la tangente. On peut même diviser par 6t qui est non nul, et on obtient un vecteur directeur. Une équation de la tangente au point 3t2 de t³ est donc t facteur de x moins 3t carré moins y moins 2t³ égale 0. Ce qui se réécrit encore, y est égal à tx moins t³. Mais à l'origine, c'est-à-dire en t égale à 0, le vecteur dérivé est nul, le point est singulier. Donc les formules précédentes ne sont plus valides. On calcule donc la pente de la droite m0, m de t. Le taux d'accroissement, c'est y de t moins y de 0 divisé par x de t moins x de 0, ce qui est 2t³ divisé par 3t carré, c'est-à-dire 2t sur 3. Et la pente tend vers 0 lorsque t tend vers 0. La tangente en m de 0 est donc la droite passant par m de 0 et de pente 0, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Quand la courbe arrive en un point singulier m de t0 le long de sa tangente, on a 4 possibilités. 1. La courbe continue dans le même sens sans traverser la tangente. C'est un point d'allure ordinaire. 2. La courbe continue dans le même sens en traversant la tangente. C'est un point d'inflexion. 3. La courbe rebrousse chemin le long de sa tangente en la traversant. C'est un point de rebroussement de première espèce. Et enfin 4. La courbe rebrousse chemin le long de sa tangente sans la traverser. C'est un point de rebroussement de seconde espèce. Intuitivement, on ne peut rencontrer des points de rebroussement qu'en un point singulier, car en un point où la vitesse est non nulle, on continue son chemin dans le même sens.
Pour déterminer de façon systématique la position de la courbe par rapport à sa tangente en un point singulier m de t0, on effectue un développement limité des coordonnées de m de t, c'est-à-dire x de t, y de t, au voisinage de t égale t0. Pour simplifier l'expression, on suppose que t0 est nul. On écrit m de t, c'est m de 0, plus t puissance p fois un vecteur v, plus t puissance q fois un vecteur w, plus t puissance q fois epsilon de t. Où p et q sont des entiers, avec p strictement plus petit que q. V et w sont deux vecteurs formant une base, il suffit donc qu'ils soient non collinéaires. Et epsilon de t est pour le reste, c'est ici une fonction vectorielle qui tend vers 0 lorsque t tend vers t0. En un tel point m de 0, la courbe C admet une tangente dont un vecteur directeur est v. La position de la courbe par rapport à cette tangente est donnée par la parité de P et Q. On trouve un point d'allure ordinaire pour P impair et Q pair, un point d'inflexion pour P impair et Q impair, un point de rebroussement de première espèce pour P pair et Q impair, et un point de rebroussement de seconde espèce pour P pair et Q pair. Ce n'est pas indispensable d'apprendre par cœur ces quatre situations. On retrouve le cas dans lequel on est en réfléchissant au signe des coordonnées dans la base VW. Par exemple, pour P pair et Q impair, la coordonnée de V reste positive. Donc on se situe dans ce demi-plan. Alors que celle de W change de signe avec T. Donc, on change de demi-plan. Comme la courbe est tangente à V, on en déduit qu'on a affaire à un point de rebroussement de première espèce. Voici un premier exemple avec la courbe donnée par x de t égale t puissance 5, y de t égale t puissance 3. Voilà le dessin. En m de 0 qui est 0, 0, il y a bien un point singulier. On écrit m de t égale à t cube fois le vecteur 0, 1 plus t puissance 5 fois le vecteur 1, 0. Ce qui veut dire que p est égal à 3 et q est égal à 5. Le vecteur v est le vecteur 0, 1 et le vecteur w est ici le vecteur 1, 0. La tangente est dirigée par V, elle est ici verticale à l'origine. Comme P égale 3 est impair, T cube change de signe en 0. Donc la courbe continue le long de la tangente. Et comme Q égale 5 est aussi impair, la courbe franchit la tangente au point singulier. C'est donc un point d'inflexion. Voici un deuxième exemple avec la courbe donnée par x de t égale à 2 fois t carré, y de t égale t carré moins t cube. Voilà la courbe. En m de 0 qui est l'origine, 0, 0, on a bien un point singulier. On écrit m de t, c'est t carré fois le vecteur 2, 1, plus t cube fois le vecteur 0, moins 1. Ce qui donne ici P égale 2, Q égale 3. Le vecteur V va être le vecteur de coordonnées 2, 1 et W de coordonnées 0, moins 1. C'est cette fois un point de rebroussement de première espèce. En effet, comme P égale 2, qui est pair, la courbe reste orientée vers son vecteur tangent, qui est V, et comme Q égale 3 est impair, elle traverse la tangente au point singulier. Nous allons maintenant nous intéresser aux branches infinies. Précisons cette notion. On dit que la courbe paramétrée par x de t, y de t
admet une branche infinie en une borne t0 de l'intervalle de définition si x de t ou y de t tend vers plus l'infini en valeur absolue lorsque t tend vers t0. Il revient au même de dire que la norme du point M de t tend vers plus l'infini lorsque t tend vers t0. Commençons par décrire les deux situations les plus simples. Si x de t tend vers plus l'infini et y de t tend vers une limite finie L, lorsque t tend vers t0, alors la droite d'équation y égale L est dite asymptote horizontale à la courbe paramétrée. L'asymptote est ici dessinée en rouge et la courbe tend vers l'asymptote. Si c'est x de t qui tend vers une limite finie L et y de t qui tend vers plus l'infini, toujours lorsque t tend vers t0, alors la droite d'équation x égale L est asymptote verticale. On aurait bien sûr des définitions similaires si x de t ou y de t tendait vers moins l'infini. Passons à la situation plus complexe où x de t et y de t tendent simultanément vers plus l'infini en valeur absolue lorsque t tend vers t0. On cherche à savoir quand il y a une droite asymptote, comme ici. Pour qu'il y ait une droite asymptote oblique, il faut, petit 1, que y de t divisé par x de t tende vers un réel a lorsque t tend vers t0, mais attention, ici a est non nul. Puis, on étudie la différence y de t moins a fois x de t, et si cette différence tend vers une limite finie b, alors on dit que la droite d'équation y égale à ax plus b est asymptote oblique à la courbe. C'est-à-dire que la courbe s'approche infiniment près de la droite lorsque t tend vers t0. En résumé, pour montrer qu'il existe une asymptote oblique, il faut trouver un réel a non nul et un réel b tel que y de t moins a fois x de t plus b tendent vers 0 lorsque t tend vers t0. Étudions les branches infinies de la courbe donnée par les équations x de t égale t divisé par t moins 1 et y de t égale à 3t divisé par t carré moins 1. La courbe est définie sur R, privée des points plus 1 et moins 1. Valeur absolue de x de t tend vers plus l'infini uniquement lorsque t tend vers 1 par valeur supérieure ou inférieure, et valeur absolue de y de t tend vers plus l'infini lorsque t tend vers plus 1 ou vers moins 1 par valeur supérieure ou inférieure. Il y a donc 4 branches infinies correspondant à t tend vers plus 1 ou t tend vers moins 1 par valeur supérieure ou inférieure à chaque fois. Lorsque t tend vers moins 1 moins, alors x de t tend vers 1 demi, y de t tend vers moins l'infini. La droite verticale d'équation x égale à 1 demi est donc une asymptote pour cette branche infinie, qui part vers le bas. Lorsque t tend vers moins 1 plus, x de t tend toujours vers 1 demi, mais cette fois y de t tend vers plus l'infini. La même droite verticale d'équation x égale à 1 demi est asymptote pour cette branche infinie, qui part cette fois vers le haut. Lorsque t tend vers plus 1 moins, alors on a x de t qui tend vers moins l'infini et y de t qui tend aussi vers moins l'infini. On va chercher s'il y a une asymptote oblique. On calcule la limite de y de t divisé par x de t, et un calcul immédiat montre qu'il y a une limite et que c'est a égale à 3 demi. On cherche ensuite si y de t moins 3 demi de x de t admet une limite finie.
Et un calcul un peu plus compliqué montre qu'effectivement, il y a une limite et que c'est b qui est égal à moins 3/4. Ainsi, la droite d'équation y égale à x plus b, c'est-à-dire y égale à 3/2 de x moins 3/4, est asymptote à cette branche infinie. Lorsque t tend vers plus 1 plus, les calculs sont similaires et la même droite d'équation y égale à 3/2 de x moins 3/4 est asymptote à cette autre branche infinie. Voyons l'allure de la courbe paramétrée. On part de t qui tend vers moins l'infini en ce point limite. Puis lorsque t tend vers moins 1 moins, on a une asymptote verticale. On repart de moins 1 plus ici, toujours avec la même asymptote verticale. Et lorsque t tend vers plus 1, par la gauche, la courbe se rapproche de son asymptote oblique. On repart en plus 1 par la droite, toujours le long de l'asymptote oblique pour tendre vers ce point limite lorsque t tend vers plus l'infini. Pour aller plus loin, il est toujours possible de préciser la position de la courbe par rapport à ces asymptotes en faisant une étude de signes. Voici des exercices pour vous exercer à l'étude des tangentes et des branches infinies.